Et le premier jour, alors que j'étais à Ajaccio, c'est d'Ajaccio que nous sommes partis avec un véhicule, à l'époque de nuit, suite à la demande de secours dans la chute de l'avion. C'était un samedi, je crois. Oui. Je ne me rappelle plus exactement, il en demeure pas moins que nous sommes en 1962. Le 29 décembre. Le 29 décembre, oui, mais je dois dire que je n'ai plus jamais parlé de ça, pour ainsi dire, depuis l'époque que vous me citez, moi. Oui, c'est une affaire qui avait été dramatique pour tous les gens, surtout dans la région de Bastia, ouais. Puisque j'ai encore souvenance, c'est des gens qui sont montés alors que nous étions soi-disant en train de faire des recherches judiciaires sur les corps, des morceaux de corps que nous avaient ramenés ouais. à la maison forestière sur la route, là, à proximité de la piste qui montait, là où il y a eu la chute de l'avion. L'histoire, il faut la résumer un peu de choses, parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Lorsqu'un avion percute une montagne, tout est disloqué. Et surtout le plein front comme ça. Sans commentaire. Mais on voit très bien l'impact que ça peut faire. Il suffit de prendre une pomme, l'envoyer sur un rocher, il ne reste plus rien de la pomme. Ouais, ouais, ouais. Et là, nous avons l'image qui est faite un peu avec facilité en disant l'avion qui percute là, c'est une pomme qui éclate, il n'y a rien qui reste. Ouais. Mais il y a eu des extraits de corps, de parcelles, il faut dire, les corps ont été ramassés et mis dans les cercueils, et ils se trouvaient être là où nous étions cantonnés, c'est-à-dire à la maison cantonnière, sur la route qui relie les deux cols, le col de... je ne me rappelle plus. Je ne me souviens pas de ça. L'histoire, elle est limitée à très peu de choses en définitive. C'est un samedi, je suis au peloton motorisé qui siège à la caserne Battesti, route du Vitou dans Ajaccio. J'ai participé souvent à des entraînements en montagne, j'ai effectué des stages à Chamonix, à Barcelonnette, un peu de partout dans ces régions, pour former une équipe d'intervention sur les pistes qui vont s'ouvrir, bientôt encore, ça ne s'ouvriront bien après, mais ces pistes contrôlées par la gendarmerie vont ouvrir bien après. Il fallait des jeunes, à l'époque j'étais bien plus jeune, il y a 60 ans, ouais. Si je ne me trompe de ça, lorsqu'on nous a prévenu d'envoyer une équipe vers les cimes au-dessus de Ghisoni, ce jour-là, un avion venait de percuter la montagne et faire des recherches éventuellement s'il y avait des survivants, les ramener, etc., etc. Nous avons équipé un véhicule avec nos skis d'intervention, sachant qu'il neigeait fortement là-haut, il y avait de la grêle, il faisait très froid, et les heures tournaient, il fallait trouver le personnel vite en samedi. L'équipement, nous l'avions, nous avions prévu dans cette intervention, et l'heure tournait, et la nuit arrivait aussi. Nous avions envisagé de dépasser, de partir au plus tôt avant la nuit, mais la nuit, nous sommes partis de soir, avec l'itinéraire de d'Ajaccio au Boccognano, et à Boccognano de prendre le pont où passe la rivière qui arrose Ajaccio, je dirais, à nos douces. Et nous avions pensé pouvoir passer par le canal gelé de la rivière, tout était gelé, ce canal était gelé, et nous pensions que nous aurions pu accéder aux Rénoses de ce côté-là. Nous avions pris des pots de phoque, mais c'était vraiment l'enfer, puisque arrivé au passage, après avoir dépassé le Boccognano, c'était terrible. Vous ne pouviez plus avancer. Oh, on ne pouvait plus avancer. Il fallait dégager devant. À Vitsavona, nous avons pris la route des Crêtes, et toujours en déblayant devant, nous sommes arrivés, on a dû s'arrêter à l'intersection de la route qui descend vers Ghisoni. Et là, il y avait un hangar, on s'est réfugié dans cet hangar, avec difficulté, et on s'est mis à l'abri parce que vraiment on ne pouvait pas avancer. En attendant les ordres à venir, les ordres faisaient, la gendarmerie de Ghisoni est venue à notre rencontre, comme ils ont pu, avec des bergers du coin, de Ghisoni, qui étaient là aussi, tout le monde était dans une frayeur terrible. On a commencé l'enquête, à savoir qu'on nous a déclaré que des gens avaient perçu un choc au-dessus de la maison forestière qui était sur la route de Ilessière-les-Crêtes,
et qu'il y avait et les gens ont entendu un grand bruit. Et c'est en partant de ce bruit que nous avons décidé que dès que nous pourrions bouger, nous essaierions d'arriver à la maison cantonnière pour pouvoir organiser les premiers secours. Mais c'était quelque chose de terrible toute la nuit. Le matin même, ça a ébranlé toutes les structures dont nous étions réfugiés. On ne pouvait pas avancer, il y avait peut-être plus d'un mètre de neige. C'était assez dramatique. Et les nouvelles n'arrivaient pas parce qu'on n'avait toujours pas pu savoir s'il y avait des gens qui étaient encore en vie, s'ils avaient envoyé des fusils ou quoi que ce soit. Aucun message ne passait. La visibilité était réduite à 1 mètre ou 2. Brouillard, glacé qui nous est tombé dessus. Un hélicoptère dans la journée qui était venu se réfugier là-dedans, à proximité, a été brisé par la force des vents. Et en définitive, le soir même, nous avons cherché à grignoter un peu de terrain, et le lendemain, c'est-à-dire 2 jours après, nous sommes arrivés à la maison forestière pour essayer de prendre l'itinéraire de la piste qui nous aurait conduit éventuellement vers cet avion. Sont arrivés également des gens du village, bien entendu, de Guizone. Une grande réunion a eu lieu là-haut. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas avancer. C'était impossible de pouvoir avancer. Il y avait plus d'1 mètre de neige. Il fallait déblayer. Et on pensait que les gens, ça faisait déjà plus de 2 jours. Oui. Il n'y avait plus rien qui pouvait subsister là-dessus avec un temps pareil. Il n'y avait pas de visibilité. Il y avait de la neige, du brouillard, du vent, de la glace, de la neige, tout ce qu'on peut imaginer. On ne pouvait pas mettre les skis, on s'enfonçait. Les pots de phoque que nous avions emmenés, ça ne servait à rien. Il fallait attendre des renforts pour déblayer à la pelle et pour déblayer cette piste qui montait vers le haut du mont Térénon. L'armée, depuis Corté, avait réquisitionné des gens, un renfort de la troupe pour nous aider avec des pelles. Ils sont arrivés, l'armée. La Légion de Corté est arrivée sur zone et avait très peu d'équipement. C'était l'équipement rudimentaire, à savoir la pelle, la pioche traditionnelle, mais il y avait énormément de neige. On a mis un temps énorme pour pouvoir commencer à accéder aux environs d'où éventuellement l'avion aurait pu... Sans apercevoir... On ne voyait rien. Il a fallu attendre plus de 6 jours pour savoir exactement où on en était. C'était quelque chose d'atroce. Il fallait penser à se ravitailler. Il y avait énormément de gens qui étaient là-haut. L'armée a fait le maximum. La brigade de gendarmerie de Guizone nous donnait quelques ravitaillements de proximité, mais c'était toujours la pression des gens qui, de Bastia, demandaient des nouvelles. Ils ont pu nous contacter, mais ce qui était effroyable, et il fallait mentir, il fallait dire que des gens peuvent survivre là-haut encore 2 jours, mais nous étions au 4e jour et on ne pouvait pas donner une réponse vraie, c'est pas vrai, c'est impossible de dire la vérité dans ces cas-là. Ces gens étaient affolés, ils étaient à proximité, ils montaient depuis Guizone et à pied jusqu'à côté de chez nous, mais il n'y avait rien qui perçait parce que c'était impossible. Ce n'est qu'après qu'il a fallu se rendre à l'évidence. Ah non, il a fallu, les gens ont très bien compris que c'était impossible que les gens puissent arriver à survivre dans ces conditions. Il faisait très très froid. Nous, on recevait quelques personnes dans des petites pièces de la maison cantonnière là-haut, mais c'était effroyable d'avoir des gens à qui on était obligé de dire, vous savez peut-être, il se trouve qu'il y a des gens de la montagne, des bergers qui sont là, ce sont des montagnards, ils connaissent des gens qui ont subsisté, il y a peut-être, mais c'est pas vrai, tout ça, c'était simplement accompagné d'un café qu'on donnait pour qu'il se réchauffe et repartait, il n'avait pas de nouvelles, c'est pas vrai. Ça a été affreux jusqu'à ce qu'un jour, tout a été mis dans des cercueils et les camions qui sont montés ont tout redescendu sur Bastia pour faire les obsèques que vous connaissez. Nous n'avons pas assisté aux obsèques. Je les ai suivis depuis là-haut, j'étais toujours là-haut dans la région de Guizone. Mais c'était quand même un souvenir affreux. Depuis, je n'ai jamais pu parler à personne de ça. On a évoqué quelques fois avec des gens qui ont eu des proches,
La vérité, on n'a jamais dite, parce que bon, on est mort, on ne pouvait pas dire aux gens certaines choses. Le respect des morts a été respecté, les gens ont été mis dans les cercueils, et je dirais, sont partis vers la fin de Bastia, mais il y a eu un immense rassemblement à Bastia à l'époque. On l'a vu dans la presse par la suite. Et nous, on a clos, par la suite sont arrivés les chasseurs alpins pour faire l'enquête. Il suffisait de peu, et oui, mais il passait par-dessus les rénaux. Voilà, alors... Passait bien au-dessus. Voilà, c'est une histoire, à mon niveau, elle s'arrête là. C'était quelque chose qui m'a marqué un peu. J'étais jeune montagnard, je suis resté toujours un peu dans cet esprit. Et on a tout fait pour essayer, mais on a échoué parce qu'on ne pouvait pas... Les éléments s'étaient déchaînés contre vous. Pardon? Les éléments s'étaient déchaînés contre vous. C'était affreux, j'ai connu des tas d'événements comme ça en montagne. Mais là, c'était vraiment... on ne pouvait rien faire. De toute façon, à la veille de la commémoration des 50 ans de la catastrophe, M. Limongi, je vous remercie pour ce témoignage. Merci d'être venu pour ce témoignage.